Ce que la couronne de France exigea de cette jeune fille de 14 ans lors de sa nuit de noces ne fut ni l'amour, ni même le plaisir, mais une offrande sanglante dont le roi lui-même fut le témoin. Imaginez l'alcôve royale, non pas comme un sanctuaire d'intimité, mais comme un théâtre de la cruauté, où les yeux de la cour tout entière, y compris ceux du monarque François Ier, étaient rivés sur le lit, attendant la consommation forcée d'un mariage. Ils n'étaient pas là pour célébrer une union, mais pour valider un viol, un rituel d'État conçu pour briser l'esprit d'une jeune étrangère et faire d'elle une propriété de la France. Ceci n'est pas le récit d'une nuit d'amour, mais la chronique de la nuit où une reine fut publiquement humiliée. Un traumatisme si profond qu'il planta la graine d'une vengeance qui mettrait des décennies à éclore, pour culminer dans l'un des massacres les plus sanglants de l'histoire de notre Europe. Le monstre que la France apprendrait à craindre n'est pas né du pouvoir. Il a été méticuleusement façonné dans ce lit, sous le regard attentif et complice de la royauté. Ce genre de vérité, qui jette une lumière crue sur les secrets de notre histoire, est la raison d'être de notre communauté. Si vous estimez que ces récits méritent de sortir de l'ombre, je vous invite à le manifester par un pouce levé et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations dans les archives interdites. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle région de France ou quel pays du monde vous découvrez ces secrets avec nous. Et surtout, quelle autre figure historique dont le destin a été censuré aimeriez-vous voir révélée ici? Pour comprendre la brutalité de cette nuit, il faut se transporter au cœur de la France du XVIe siècle. Une nation puissante, mais déchirée par les tensions politiques et religieuses. Le roi François Ier, monarque flamboyant de la dynastie des Valois, règne sur un royaume qui se rêve en arbitre de l'Europe. Son principal adversaire est l'empereur Charles Quint, dont les vastes possessions encerclent la France. Chaque mariage princier n'est alors qu'une manœuvre stratégique, un pion déplacé sur l'échiquier continental. C'est dans ce climat de rivalité acharnée que s'orchestre en 1533 l'union entre le deuxième fils du roi, Henri, duc d'Orléans, et une jeune Florentine de 14 ans, Catherine de Médicis. Nièce du pape Clément VII, elle n'est pas une héritière de sang royal, mais elle apporte une dot colossale et surtout une alliance avec le Vatican, jugée cruciale pour contrer l'influence des Habsbourg en Italie. Catherine arrive à la cour de France non comme une future reine chérie, mais comme un atout politique, une banquière italienne dont le corps est le sceau d'un contrat diplomatique. Sa valeur ne réside pas en elle-même, mais dans sa capacité à produire un héritier pour la France, une fonction qui doit être vérifiée et validée publiquement dès la première nuit. Au cœur de cette transaction politique se trouvent des êtres de chair et de sang, dont les destins sont sur le point de basculer. Le personnage principal de ce drame est Catherine de Médicis, une adolescente de 14 ans, orpheline, mais dotée d'une intelligence vive et d'une fortune qui la rend indispensable. Jetée dans l'arène sophistiquée et impitoyable de la cour de France, elle est une pièce rapportée, une étrangère déjà méprisée pour ses origines bourgeoises, surnommée avec dédain la grosse bouquetière italienne. Face à elle, son époux, Henri, duc d'Orléans, du même âge, est un jeune homme distant et déjà sous l'emprise d'une autre. Il ne voit en Catherine qu'une obligation dynastique, son cœur et ses pensées appartenant entièrement à sa maîtresse de 20 ans, son aînée, la belle et influente Diane de Poitiers. Cette dernière est l'ombre qui plane sur le mariage, la véritable reine des affections d'Henri. Enfin, l'orchestrateur de cette mise en scène est le roi François Ier, un souverain qui incarne le pouvoir absolu. Ce n'est pas seulement un stratège politique, il est aussi le maître de cérémonie de ce rituel intime, un spectateur investi d'une autorité divine, prêt à observer personnellement la soumission de sa nouvelle bru pour s'assurer que le contrat est bien scellé par le sang et l'humiliation. Derrière la façade fastueuse des célébrations nuptiales se cachait une mécanique de contrôle intime, un système implacable où le corps de la future reine devenait une affaire d'État. Pour une fiancée royale au XVIe siècle, et particulièrement à la cour de France, l'intimité n'existait pas. Des semaines avant la cérémonie, Catherine fut sans doute soumise à des inspections physiques, menées par des matrones et des médecins royaux, dont les rapports confidentiels déterminaient sa valeur reproductive. Le soir des noces, le 28 octobre 1533, ce système de surveillance atteignit son paroxysme avec le rituel de la mise au lit.
Cette pratique médiévale transformait la consommation du mariage en un spectacle public. Une fois la jeune mariée déshabillée par ses dames de compagnie et conduite à la chambre nuptiale, la porte ne se refermait pas. Au contraire, elle s'ouvrait pour laisser entrer une procession de témoins de haut rang. Le roi François Ier lui-même, accompagné des membres les plus éminents de la famille royale et de la cour, s'installa près du lit pour observer ce qu'il nommait les péripéties des jeunes novices. Chaque mouvement, chaque hésitation, chaque son était scruté, analysé et commenté. Ce n'était pas une simple tradition, c'était un acte de domination institutionnalisé, une affirmation brutale que le corps de Catherine, sa sexualité et sa future descendance appartenaient désormais non pas à son époux, mais à la couronne de France. Ce que vous venez d'entendre est un fragment de l'histoire que les manuels officiels ont préféré taire. Si cette quête de vérité vous captive et que vous souhaitez nous aider à révéler d'autres secrets, votre soutien est notre plus grande force. Un pouce levé nous indique que nous sommes sur la bonne voie. En vous abonnant, vous rejoignez un cercle de passionnés qui osent regarder derrière le rideau du pouvoir. Continuez à partager vos impressions dans les commentaires. C'est votre participation qui donne vie à cette communauté. La nuit du 28 octobre 1533, les portes de la chambre nuptiale ne se sont jamais réellement refermées. Des témoignages censurés, extraits de correspondances privées de courtisans, décrivent une scène d'une froideur surréaliste. Catherine, âgée de 14 ans, est allongée sur le lit, exposée comme un objet de curiosité. Le roi François Ier, fidèle au protocole, est resté dans la chambre, observant de près ce qu'il considérait comme les péripéties des jeunes novices. Autour de lui, les dames de la cour et les grands du royaume forment un cercle de surveillance silencieux, leur regard pesant sur l'adolescente italienne. Chaque geste du jeune couple est épié, chaque soupir interprété. L'acte qui aurait dû être le plus intime est transformé en une performance publique, une validation clinique de la capacité du couple à procréer. Les récits officiels, volontairement laconiques, parlent d'un mariage consommé. Mais des journaux secrets de dames de compagnie révèlent une vérité bien plus sombre. L'indifférence glaciale de son jeune époux et l'humiliation d'une performance forcée. Le véritable coup de grâce, la blessure qui ne se refermera jamais, survient juste après. À peine le rituel accompli et les témoins satisfaits, Henri II quitte le lit conjugal pour rejoindre sa maîtresse, Diane de Poitiers, abandonnant sa nouvelle épouse à sa solitude et à sa honte. Cette nuit-là, ce n'est pas une reine qui est née, mais une blessure psychologique profonde, une promesse silencieuse de vengeance contre la cour qui venait de la déshumaniser. Au lever du jour, l'humiliation de Catherine n'était pas terminée. Elle ne faisait que changer de forme. Les protocoles de la cour exigèrent des preuves. Des dames de compagnie furent chargées d'inspecter les draps du lit nuptial. À la recherche des signes de la virginité perdue, une dernière violation de son intimité transformée en document officiel pour les archives du royaume. Mais la conséquence la plus dévastatrice de cette nuit ne fut pas immédiate. Elle s'est étirée sur près d'une décennie de honte publique. Car malgré la consommation validée, Catherine ne tombait pas enceinte. Pendant 9 longues années, elle endura le mépris de la cour, les murmures la qualifiant de grosse bouquetière italienne, stérile, et le dédain constant de son époux, qui s'affichait ouvertement avec sa maîtresse. Elle fut soumise à d'innombrables traitements médicaux dégradants, des remèdes et des rituels humiliants prescrits par les médecins royaux dans l'espoir de forcer la fertilité. Chaque mois sans grossesse était un échec public, une remise en question de sa légitimité en tant que future reine. Cette période de souffrance et d'impuissance a cimenté la blessure initiale. Ce n'était plus seulement le traumatisme d'une nuit, mais une torture psychologique prolongée qui forgeait en silence sa détermination. Lorsqu'elle donna enfin naissance à son premier héritier en 1544, ce ne fut pas seulement un soulagement, mais le début de sa lente et patiente prise de pouvoir, l'accumulation des forces pour une vengeance qui serait à la mesure des années d'humiliation subies. Le véritable héritage de cette nuit du 28 octobre 1533 est une vérité que l'histoire officielle a systématiquement tenté d'effacer. De nombreux documents relatifs à la vie privée de Catherine de Médicis, particulièrement ses correspondances intimes de cette première décennie, ont été expurgés ou détruits après sa mort, dans un effort conscient pour lisser son image et dissocier la reine politique de la femme brisée. Ce que ces archives censurées cachaient,
C'est une connexion directe et terrifiante entre le traumatisme sexuel institutionnalisé de son adolescence et la cruauté politique de sa maturité. Le rituel de la mise au lit n'a pas seulement humilié une jeune fille, il a créé un monstre politique. Cette normalisation de la violence intime comme devoir d'État a forgé en elle une personnalité où le pouvoir n'était plus un outil de gouvernance, mais une arme de survie et de vengeance. Des décennies plus tard, cette soif de revanche, née dans une chambre nuptiale sous le regard de la cour, trouvera son expression la plus macabre. Le massacre de la Saint-Barthélemy, en 1572, où des milliers de protestants furent froidement assassinés sur ses ordres, n'est pas qu'un acte politique. C'est l'écho sanglant de sa propre nuit de noces, la réplique d'une violence subie, cette fois orchestrée par la victime devenue bourreau. L'histoire oubliée de Catherine révèle comment les rituels de pouvoir les plus intimes peuvent engendrer les plus grandes atrocités publiques. L'histoire de Catherine de Médicis est l'un des innombrables secrets que les murs de nos châteaux gardent encore. Le destin de ces femmes de pouvoir, souvent broyées par des rituels impitoyables avant d'être jugées par l'histoire, nous rappelle la complexité de leur parcours. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes du passé. Ils sont des leçons sur la nature du pouvoir et sur la résilience face à la brutalité institutionnalisée. Notre mission, ici sur Secrets de l'alcôve royale, est de continuer à exhumer ces vérités pour vous les transmettre. Si vous souhaitez que ces voix, longtemps étouffées, continuent de résonner, votre soutien est notre plus grande motivation. Pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations exclusives, abonnez-vous et activez les notifications pour rejoindre notre communauté d'initiés. Chaque pouce levé nous confirme l'importance de ce travail. Partagez dans les commentaires le nom de la prochaine figure historique dont vous aimeriez découvrir les secrets les plus sombres. Votre curiosité est notre boussole. Merci de nous avoir accompagnés dans les coulisses interdites de l'histoire. Et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets de l'alcôve royale.